La Lune est le deuxième objet le plus brillant dans notre ciel. Et pourtant, parmi les autres corps célestes, c'est l'un des moins éclatants et des moins réfléchissants. Notre satellite naturel n'a l'air brillant que parce qu'il est proche de la Terre. En guise de comparaison, notre planète a l'air bien plus éclatante quand tu la regardes depuis l'espace. C'est à cause des nuages, de la glace et de la neige qui reflètent bien plus de lumière que la plupart des types de roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne serait 7 fois plus illuminé. Plus la lune est proche de l'horizon, plus elle a l'air grosse. Ce phénomène est appelé l'illusion lunaire. L'une des théories qui explique ceci affirme que l'atmosphère joue le rôle d'une lentille grossissante, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère avait quelque chose à dire, la Lune aurait l'air plus petite, sûrement pas plus grosse. La plupart des experts croient que l'illusion est créée par notre propre esprit. Il peut augmenter la taille de la Lune de plus du double. Quand le satellite de la Terre est assez haut dans le ciel, tu n'as pas de repère visuel pour t'indiquer sa distance. Mais quand elle est proche de l'horizon, tu peux voir des objets alentours en détail. Cela donne l'impression que la Lune est plus grosse, mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. D'ailleurs, tu peux t'amuser à vérifier cette illusion si tu te penches en arrière et que tu regardes la Lune à l'envers, à travers tes jambes. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été projeté dans l'orbite de la Terre et a commencé à voyager autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture de taille standard, c'est quand même quelque chose. Parmi les plus d'1 million d'astéroïdes que les astronomes ont recensés, ce n'est que le deuxième à orbiter autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Elle ne sera pas avec nous pour longtemps, ceci dit. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et dérive lentement. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une trajectoire et une vitesse spécifiques pour être captés par la force gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils atterrissent et explosent contre une autre planète ou foncent dans une autre direction. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques à se produire sur la Lune. C'est un changement très furtif de lumière, de couleur ou d'un autre élément à la surface de notre satellite. Très couramment, ce sont des éclairs de lumière aléatoires. Les astronomes ont observé ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs arrivaient au hasard. Parfois, ils peuvent avoir lieu plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais d'autres ont duré des heures. En 1969, un jour avant l'alunissage d'Apollo 11, l'un des participants à la mission a remarqué qu'une partie du satellite naturel était plus illuminée que le paysage alentour. On aurait dit que cette zone avait une sorte de lumière fluorescente. Malheureusement, on ne sait pas dire si ce phénomène avait un lien avec les mystérieux flashs lunaires. Il se pourrait que les cratères lunaires contiennent plus de métaux comme le titane ou le fer que les astronomes ne le pensaient. Le problème majeur que cela engendre ? Cela contredit la théorie principale sur la formation de la Lune. Elle veut que le satellite naturel de la Terre soit en réalité issu de notre planète après qu'elle soit entrée en collision avec un objet spatial géant. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métal, a beaucoup moins d'oxyde de fer que la croûte lunaire ? Cela veut peut-être dire que la Lune s'est formée à partir d'un matériau qui trouve sa source bien plus profondément dans notre planète. Ou bien, ces métaux peuvent avoir fait leur apparition quand la surface lunaire fondue a refroidi, petit à petit. La gravité de la Lune équivaut environ à 17% de la gravité terrestre. Si tu pesais 90 kg sur ta planète d'origine, sur la Lune, ton poids serait ramené à environ 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu pouvais porter sur Terre. Il serait aussi plus simple de marcher sur la surface de la Lune, mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, dans un costume d'astronaute lourd, s'enfonceraient de 15 cm dans le sol lunaire. Mais imaginons que tu décides plutôt de flotter dans les airs. Tu perdrais alors le contrôle de tes sauts en un rien de temps. D'ailleurs, la surface de la Lune regorge de cratères profonds. Il serait très difficile de tous les éviter. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une étendue liquide massive d'une substance mystérieuse. Elle était cachée sous la surface de la face obscure de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus gros que la grande île de Hawaï. Cet élément énigmatique se trouve à environ 322 km en dessous d'un énorme cratère qui est apparu à la surface lunaire il y a des milliards d'années. La goutte a très certainement quelque chose à voir avec une super collision. Il se peut que ce soit le cœur métallique de l'objet qui a frappé la Lune à cette époque. Les scientifiques ont hâte de mener à bien leur découverte. Cela expliquerait nombre de choses à propos du bassin pôle sud Aitken, le plus gros cratère connu du système solaire.
S'il était sur Terre, ce bassin de forme ovale s'étirerait de Washington DC jusqu'au Texas. Il n'y a pas d'air sur le satellite naturel de la Terre, mais alors, comment peut-elle rouiller? Les scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune. Et c'est une sorte de rouille. Un instrument spécial de recherche de la NASA a examiné la lumière reflétée sur la surface de la Lune. Il se trouve que la composition des pôles du satellite était très différente du reste. La surface de la Lune est dotée de rochers riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut apparaître. Les vents solaires sont venus s'ajouter au mystère. Ils ont bombardé la Lune d'hydrogène. Et l'hydrogène rend la formation de l'hématite encore plus difficile. Mais même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle comporte toujours des traces d'oxygène. Sa source est la couche supérieure de notre atmosphère. La Terre protège aussi la Lune d'environ 100% des vents solaires, même si ce n'est pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est né sec, il se peut qu'il y ait de l'eau gelée dans les cratères ombragés de son autre facette. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle est en forme d'œuf. De plus, la masse centrale du satellite est décalée d'un peu plus d'1,6 km de son centre géométrique. La Terre et la Lune s'orientent graduellement vers différentes directions, aussi lentement que nos ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle du satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre. Il repousse la Lune. En retour, cela la fait bouger vers une orbite plus haute. Dans les temps préhistoriques, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous n'allons pas perdre la Lune. Plus elle va loin, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela veut dire que bientôt notre planète ne repoussera plus la Lune avec autant de force. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pour cela que les scientifiques peuvent retracer les impacts de cratères qui se trouvent à la surface à plusieurs milliards d'années. En donnant un âge à ces cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, ainsi que notre planète, avait connu un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est aussi connu sous le nom de cataclysme lunaire. Cet intervalle a duré plusieurs centaines de millions d'années. À ce moment, un nombre incroyablement élevé d'astéroïdes est entré en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. Il y a peut-être un labyrinthe de tunnels de lave sur la Lune. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont reçu les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une caverne massive sous la surface du satellite. D'environ 48 km de long et 96 km de large, la grotte pourrait bien être le résultat d'une activité volcanique datant de 3 milliards d'années. Après que les flux de lave ont durci, ils ont créé une croûte épaisse et solide à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué de s'écouler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. Bon nombre de trous découverts à la surface de la Lune par la NASA pourraient être les ouvertures de tunnels de lave. L'orbite de la Lune autour de la Terre ne forme pas un cercle. Elle est ovale. C'est pour cela que la distance entre notre planète et le satellite varie d'une distance de 362 000 km à plus de 402 000 km. Il y a une très légère activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, les mini-tremblements de Lune, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se passent parfois à plusieurs kilomètres en dessous de sa surface. Ensuite, de petits craquements et fractures apparaissent sur la croûte et des gaz s'en échappent. Notre planète a connu 5 extinctions massives. L'une d'elles a été si dévastatrice qu'elle a anéanti plus de 95% des formes de vie sur Terre. Et les scientifiques pensent avoir trouvé le coupable, les volcans. En analysant des roches anciennes provenant d'une douzaine de sites à travers le monde, ils ont découvert des niveaux élevés de mercure, libérés par des volcans il y a des millions d'années. Cela suggère que les éruptions volcaniques sont probablement à l'origine de l'extinction du Permien-Trias. Le mercure ne se trouvait pas seulement dans les roches, mais aussi dans l'atmosphère. Cela signifie que lorsque les volcans sont entrés en éruption, ils ont libéré ce gaz toxique dans l'air. Ils ont craché environ 3 millions de kilomètres cubes de cendres, bien plus que la célèbre éruption du mont Saint-Helens. Le gaz a laissé une trace marquant l'une des catastrophes les plus significatives de l'histoire et préparé le terrain pour l'ère des dinosaures. Ces éruptions ont aussi probablement libéré du mercure en enflammant de vastes dépôts de charbon. Les eaux moins profondes ont révélé des pics de mercure juste à l'horizon principal de l'extinction, tandis que les sections plus profondes ont enregistré des pics plusieurs dizaines de milliers d'années auparavant. Cela pourrait signifier que les effets de l'activité volcanique et de l'extinction qu'elle a provoquée ont varié selon les différentes profondeurs océaniques. Cela signifie également que cette extinction a été prolongée et complexe. Elle a non seulement découlé d'un réchauffement climatique majeur à l'époque,
mais a aussi entraîné d'autres effets néfastes, comme les pluies acides, aggravant la situation pour les plantes et les animaux. Bien que peu de traces du Permien aient survécu jusqu'à nos jours, nous pouvons nous faire une idée de ce à quoi ressemblait le monde à cette époque grâce aux fossiles découverts dans l'est du Kansas. Il y a 252 millions d'années, la Terre était en pleine abondance. Les continents terrestres se rassemblaient alors pour former le supercontinent Pangée. La Terre était principalement aride, ressemblant à un désert austère avec de vastes étendues rocheuses et peu de sources d'eau. Le climat alternait entre des étés brûlants et des hivers glacials. Quelques plantes, principalement des conifères, des fougères géantes et des mousses primitives, poussaient dans les zones disposant d'un peu d'eau. La Terre était dominée par des créatures semblables aux dinosaures, comme les pélycosaures et les thérapsides, souvent appelés reptiles mammaliens. Le redoutable dimétrodon, avec sa remarquable épine dorsale en forme de voile, faisait également partie des principaux prédateurs de l'époque. De petits reptiles et amphibiens peuplaient également le paysage, aux côtés d'insectes émergents comme les scarabées et les libellules, qui prospéraient dans cet environnement sec. Mais les événements les plus intéressants se sont principalement déroulés dans les mers tropicales peu profondes. Les environnements marins étaient alors foisonnants de vie. Riches récifs coralliens, quantité de mollusques appelés brachiopodes, bryozoaires et grands fusilinidés unicellulaires, ressemblant à de petites formes recouvertes de mousse. Les ammonites, petites et fascinantes, étaient également répandues, évoluant aux côtés des brachiopodes, des poissons osseux et des requins. Les inquiétants trilobites, anciens organismes marins apparus pour la première fois il y a 500 millions d'années pendant la période cambrienne, ont persisté jusqu'au Permien. Ceux-ci étaient très diversifiés, allant des prédateurs actifs aux charognards en passant par les mangeurs de plancton. Cependant, presque toutes ces créatures magnifiques seraient amenées à disparaître lors de l'extinction du Permien-Trias. Elle s'est montrée véritablement impitoyable. Plus des 2/3 des espèces d'amphibiens et de reptiles ont disparu, et près d'un tiers de toutes les espèces d'insectes ont été anéanties. Habituellement, les insectes figurent parmi les survivants les plus résilients, ce qui illustre l'ampleur de cet événement. Parmi ces animaux disparus se trouvait le terrifiant Meganeuropsis, une libellule géante avec une envergure de près de 80 cm, qui vivait autrefois dans le centre du Kansas près d'Elmo. L'endroit est célèbre pour sa riche collection de fossiles d'insectes du Permien, incluant des criquets et des blattes anciennes. Pendant un temps, la cause exacte de cet événement est restée mystérieuse. Les théories allaient de l'impact d'un immense astéroïde à des polluants naturels privant les océans d'oxygène, en passant par les nuages de poussière issus d'éruptions volcaniques colossales qui auraient masqué le Soleil et refroidi la planète. Il existait des preuves étayant chacun de ces scénarios. Toutefois, une découverte récente semble finalement pencher en faveur des volcans. Il est également possible que la cause de cette extinction ne se limite pas aux volcans. Des chercheurs financés par la NASA ont récemment découvert ce qui pourrait être les empreintes digitales de cet ancien responsable, ou du moins d'un de ses complices. En étudiant des roches du monde entier, ils ont trouvé des indices suggérant qu'un impact massif d'astéroïdes pourrait également être impliqué. Ils ont découvert des molécules inhabituelles en forme de ballons de rugby et appelées foulérènes. Ces molécules contiennent des gaz rares, généralement d'origine extraterrestre, suggérant qu'un énorme astéroïde, peut-être aussi grand que le mont Everest, se serait écrasé sur Terre, contribuant à l'extinction. Il semble qu'une série d'événements catastrophiques se soit produite. Les volcans ont craché d'immenses quantités de lave et de gaz, altérant ainsi le climat. La formation de la Pangée perturbait les schémas météorologiques et océaniques. Et un astéroïde a également frappé la Terre. Heureusement pour nous, la nature est extrêmement tenace et trouve toujours un moyen de renaître, prouvant l'adaptabilité de notre planète. Il est intéressant de noter que ce n'était pas un événement isolé. L'extinction du Dévonien tardif, il y a environ 360 millions d'années, est également liée à l'activité volcanique. Les éruptions et la prolifération des plantes terrestres auraient pu modifier les flux de nutriments en direction des océans. L'extinction du Trias jurassique, survenue il y a environ 200 millions d'années, peu avant l'apparition des dinosaures, pourrait également être due à la combinaison d'éruptions volcaniques et d'un impact d'astéroïdes. Enfin, il y a environ 66 millions d'années, un dernier changement drastique s'est produit sur Terre. Notre planète est passée de l'ère des dinosaures à celle des mammifères. Ce changement de taille est connu sous le nom d'extinction Crétacé-Paléogène. Tout comme l'extinction du Permien,
Il s'agit d'un événement soudain qui a introduit de nouvelles formes de vie. Et, encore une fois, deux grandes théories expliquent ce qui s'est passé. La théorie la plus répandue affirme que les dinosaures auraient disparu à cause d'un énorme astéroïde. La météorite de Chicxulub s'est écrasée dans ce qui est aujourd'hui le sud du Mexique, formant le cratère qui porte son nom. Cette météorite mesurait environ 10 km de diamètre et s'est dirigée vers la Terre à une vitesse prodigieuse. L'impact a instantanément vaporisé tout ce qui se trouvait à proximité et a libéré une quantité d'énergie inégalée en 1 milliard d'années. Les conséquences ont été catastrophiques. Des tremblements de terre ont secoué les continents et le sol ondulait comme une mer déchaînée. La poussière soulevée par l'astéroïde est retombée sur Terre en une pluie ardente, réchauffant l'atmosphère au point d'embraser les forêts du monde entier. Peu de temps après, un gigantesque tsunami provoqué par le bouleversement des fonds marins a submergé les littoraux proches du golfe du Mexique. Tous les dinosaures n'ont pas instantanément disparu. Dans des régions comme la Nouvelle-Zélande, certaines populations ont d'abord survécu. Toutefois, un ciel obscurci par les cendres a fini par envelopper la planète, masquant le soleil et plongeant le monde dans le froid et l'obscurité. Cet effet à long terme a véritablement scellé le destin des dinosaures. Sans lumière du soleil, la chaîne alimentaire s'est rapidement effondrée. Les herbivores ont lentement disparu, suivis des carnivores qui dépendaient d'eux, tandis que les retombées de cendres accentuaient les bouleversements environnementaux et les fluctuations de température, rendant la survie difficile. Cependant, il existe une autre théorie selon laquelle l'astéroïde n'aurait été que le coup de grâce. L'extinction des dinosaures était d'ores et déjà inévitable à cause des volcans. Environ 1 million d'années avant leur disparition, une activité volcanique intense a débuté dans le sous-sol de l'Inde actuelle. Cet événement a créé les célèbres trappes du Décan, un vaste plateau de lave couvrant une superficie aussi grande que la France. Pendant des centaines de milliers d'années, ces volcans ont éjecté du dioxyde de soufre et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, assombrissant les cieux et rendant la pluie acide, empoisonnant les sources alimentaires et transformant les océans en bains toxiques. Ces changements graduels mais implacables ont mis à rude épreuve les écosystèmes, rompant les chaînes alimentaires et entraînant un déclin lent mais continu de nombreuses espèces, y compris les dinosaures. Bien que l'on ne sache pas avec certitude quelle théorie est la plus précise, les scientifiques pensent maintenant que les deux phénomènes ont joué un rôle. Peut-être qu'un jour nous aurons une image claire de la manière dont le règne des dinosaures a si brusquement pris fin. La plus grande région volcanique sur Terre n'est pas en Afrique ni au Japon, mais sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont découvert 138 volcans dans sa partie occidentale, et si jamais ils se déchaînent, vous le remarquerez sûrement. Ils pourraient y faire fondre d'énormes quantités de glace qui se déverseraient dans l'océan, en augmenteraient le niveau et rendraient notre planète inhabitable pour les humains. Mais avant que vous ne fassiez vos bagages pour vous envoler vers une autre planète, écoutez-moi. Actuellement, seulement 2 des volcans de l'Antarctique sont officiellement classés comme actifs. Et il faudrait toute une série d'éruptions, décennie après décennie, pour qu'ils aient un impact sérieux sur le monde entier. Le mont Erebus, l'un de ces 2 volcans actuellement en activité, porte fièrement le titre de volcan actif le plus austral du monde. Il est en éruption continue depuis au moins 1972. Il émet des panaches de gaz et de vapeur, et parfois, il expulse même des roches. Les scientifiques appellent ça des éruptions stromboliennes. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est un lac de lave, situé dans l'un de ses cratères sommitaux, avec des matériaux en fusion à la surface. De tels lacs sont assez rares, car certaines conditions sont nécessaires pour que leur surface ne gèle jamais. Le second volcan actif est l'île de la Déception, une masse de terre en forme de fer à cheval. C'est la caldeira d'un volcan actif qui est entré en éruption pour la dernière fois il y a plus de 50 ans. Les scientifiques qui le surveillent disent qu'il ne devrait pas se réveiller de sitôt. L'Antarctique est également le théâtre de régulières fumerolles. Il s'agit d'émanations de gaz et de vapeur volcanique. Dans les conditions adéquates, les crevasses peuvent expulser suffisamment de matériaux pour ériger des tours de glace de 3 mètres de haut. Les scientifiques surveillent les volcans de l'Antarctique avec des sismomètres qui se mettent en marche lorsque la Terre commence à trembler à cause de l'activité volcanique. Parfois, ils utilisent également des technologies plus complexes, mais les opérations sont toujours difficiles en raison de la distance de cette région polaire et des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour s'y rendre. C'est pourquoi personne ne peut prédire quand l'un des volcans du continent, actuellement endormi, entrera en éruption. Nous pourrions savoir à quoi ressemblerait un tel réveil si nous analysions ce qui s'est passé il y a près de 20 000 ans. Mais le faisons-nous ?
L'un des volcans endormis de l'Antarctique, le mont Takahe, a autrefois connu une série d'éruptions et émis une bonne quantité d'halogènes riches en ozone. Certains scientifiques disent que ces événements ont réchauffé l'hémisphère sud. Les glaciers auraient commencé à fondre, et cela aurait contribué à mettre fin à la dernière ère glaciaire. Pour que ces événements se répètent, il faudrait à nouveau une série d'éruptions avec émission d'halogènes provenant d'un ou de plusieurs volcans se trouvant au-dessus de la glace. C'est un scénario peu probable, mais comme cela s'est déjà produit dans le passé, ce n'est pas complètement impossible. Quant aux volcans cachés sous une épaisse couche de glace, on pense que leur gaz aurait du mal à atteindre l'atmosphère. Cependant, ils seraient suffisamment puissants pour faire fondre d'énormes cavernes et produire d'importantes quantités d'eau de fonte. La nappe glaciaire de l'Antarctique occidental est humide et n'est pas attachée à sa base. Cette eau de fonte agirait donc comme un lubrifiant et mettrait rapidement en mouvement la glace qui la recouvre. Le volume d'eau qu'un volcan de cette taille pourrait produire ainsi n'est rien comparé au volume de glace qui le surplombe. Ainsi, une seule éruption ne ferait pas de différence. Cependant, avec plusieurs éruptions de volcans situés près ou sous les grands courants de glace de l'Antarctique occidental, ce serait une autre histoire. Ces courants de glace sont des rivières qui transportent une grande partie de l'eau de l'Antarctique vers l'océan. Si elles modifiaient leur vitesse et apportèrent des quantités inhabituelles d'eau dans l'océan, son niveau monterait. À mesure que la glace deviendrait de plus en plus fine, il y aurait de plus en plus d'éruptions. Les scientifiques appellent ça un effet d'emballement. Un phénomène similaire s'est produit en Islande. Le nombre d'éruptions volcaniques a augmenté lorsque les glaciers ont commencé à reculer à la fin de la dernière période glaciaire. Pour que des changements massifs se produisent, il semblerait donc que plusieurs volcans situés au-dessus de la glace et contenant des gaz riches en halogènes doivent devenir actifs dans un laps de temps assez bref et rester puissants pendant des dizaines voire des centaines d'années. L'Antarctique contient environ 80% de toute l'eau douce du monde. Et si toute cette glace fondait, le niveau global des mers augmenterait de près de 60 mètres. Et nous n'aurions plus qu'à chercher une nouvelle planète où vivre. Mais ce scénario est peu probable. Il est plus probable que des éruptions sous-marines lubrifient les flux de glace et envoient des masses d'eau dans l'océan. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Un supervolcan extrêmement puissant et furieux pourrait y parvenir, et cela s'est déjà produit par le passé. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a connu une transformation majeure, avec non pas une, ni deux, mais 4 éruptions volcaniques massives. La province magmatique centra-atlantique s'est trouvée en éruption continuelle pendant 600 000 ans. C'était à Wrangellia, une grande masse de terre et jadis un volcan supermassif s'étendant sur ce qui est aujourd'hui le territoire de la Colombie-Britannique et de l'Alaska. Mais ce n'est ni la lave ni les cendres volcaniques qui ont dévasté l'environnement. L'éruption a fait exploser les niveaux de carbone. La planète n'a plus jamais été la même après ça. Cette activité volcanique aurait permis aux dinosaures de devenir les géants que nous avons découverts dans Jurassic Park. Elle aurait déclenché une saison des pluies de 2 millions d'années et rendu la planète chaude et humide. Les dinosaures ont adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches sédimentaires, sous un ancien lac en Asie pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes évidents de ces éruptions. Ils ont également pu confirmer les grandes augmentations des niveaux de dioxyde de carbone. Cela aurait rendu l'atmosphère torride, et la pluie s'est mise à tomber abondamment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une autre éruption comme celle-ci pourrait se produire. Le supervolcan situé sous le parc national de Yellowstone dort depuis près de 70 000 ans. Mais s'il se réveillait, ce serait bien plus catastrophique que l'éruption du mont Saint-Helens en 1980. On la considère comme l'éruption volcanique la plus désastreuse de l'histoire des États-Unis. Elle s'est produite après 2 mois de tremblements de terre et d'injections de magma, qui ont affaibli puis détruit toute la face nord de la montagne. La colonne éruptive s'est élevée à plus de 24 000 mètres dans l'atmosphère et a répandu des cendres sur 11 États américains et plusieurs provinces canadiennes. Et la dernière éruption de Yellowstone fut 1000 fois plus grande que celle-ci. Le sol de Yellowstone repose sur un point chaud, composé de roches fondues et semi-fondues. Ce magma s'écoule au-dessous du parc, à environ 8 km de profondeur, et fait s'enfler le sol comme un ballon. Mais lorsque le magma refroidit, le sol retourne à son état habituel. Les volcanologues surveillent cette activité depuis un siècle. Ils ont remarqué que le sol s'était soulevé d'environ 25 cm, il y a une vingtaine d'années, mais que depuis 2010,
il redescendait. Les experts disent que nous n'avons pas à craindre de grandes éruptions prochainement. La fin du monde n'est donc pas pour demain. Mais une certaine activité souterraine retient actuellement l'attention des scientifiques. Comme les humains n'ont pas été témoins de tout ce qui a pu se passer à Yellowstone, il est plutôt difficile de dire avec certitude ce qui se mijote là-dessous. Yellowstone a connu quelques grandes éruptions au cours des quelques derniers millions d'années. Elles se sont produites avec une grande régularité, avec des intervalles de 6 à 800 000 ans. La dernière grande éruption a eu lieu il y a environ 640 000 ans, et elle a véritablement remodelé tout le paysage, dispersant des cendres et des débris jusqu'en Louisiane. Il est toujours possible d'en voir les conséquences dans la caldeira de Yellowstone. Les experts disent qu'une éruption massive comme celle-ci est un scénario peu probable. Il est plus probable que nous assistions à des éruptions de vapeur et d'eau chaude ou, au pire, à des coulées de lave. Mais quand et avec quelle force cela se produira reste un mystère pour les scientifiques. Entre l'an 774 et l'an 775, la Terre a été frappée par une immense explosion de radiation. Cette explosion d'énergie a laissé des traces. Les cernes des arbres de cette année-là présentent des niveaux de radioactivité beaucoup trop élevés. Mais quelle en fut la cause exacte? Certains scientifiques ont évoqué une éruption solaire. D'autres disent qu'une supernova massive aurait été à l'origine de cette explosion de radiation. Mais l'astronome Phil Plait estime que si tel était le cas, la supernova en question aurait dû se trouver à moins d'1 millier d'années-lumière et aurait été incroyablement puissante. Or, il n'existe aucune trace de cette supernova, pas d'étoile de la mort en vue. Après avoir examiné le carbone radioactif et le beryllium présents dans les cernes des arbres, les scientifiques ont écarté un certain nombre d'autres possibilités. Ils ont d'abord pensé à un choc entre des étoiles à neutrons ou entre une étoile à neutrons et un trou noir. Ce type d'accident produit une explosion très rapide de rayons gamma sans aucun spectacle lumineux, ce qui correspond le mieux aux données disponibles. Mais ce type de collision est très rare. Plait pense qu'il est peu probable que ce soit la réponse. Il estime que nous ne devrions voir ce type d'événement dans notre galaxie qu'une fois tous les millions d'années. Le fait qu'il y ait pu en avoir un il y a tout juste 1200 ans lui semble donc assez extraordinaire. Les scientifiques sont très préoccupés par ces événements rares. Si l'un d'entre eux se produisait plus près de la Terre, il pourrait gravement perturber la vie sur notre planète. Même s'il se produisait à des milliers d'années-lumière, un tel événement pourrait provoquer le chaos dans tous les systèmes électroniques sophistiqués dont nous sommes devenus dépendants. C'est donc une bonne chose que ces sursauts gamma soient si rares. S'ils étaient les plus fréquents, la Terre aurait de sérieux problèmes. Vous pensez peut-être que si notre planète est capable de résister à des méga-radiations, elle peut facilement résister à quelque chose de moins effrayant, disons des sauterelles. Désolé de vous dire cela, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En 1874, au cours d'un été chaud au Kansas, les choses ont pris une tournure étrange. Les sauterelles, ou devrais-je dire, les criquets, ont envahi les grandes plaines. Elles ont déferlé comme une tempête, recouvrant les maisons, les arbres et même les trains qui passaient par là. Ces insectes avaient pour mission de semer le chaos. Les agriculteurs ont dû se démener pour protéger leurs puits et tout ce qui valait la peine d'être sauvé. Les sauterelles se posaient partout, ravageant tout sur leur passage. Même les pauvres moutons y perdirent leur laine. Les sauterelles décapèrent même la peinture des chariots et les manches des fourches. C'est dire à quel point elles sont destructrices. Le bétail essaya de se défendre en les mangeant, mais ces insectes étaient tout simplement trop nombreux. Cette année-là, ces bestioles causèrent environ 200 millions de dollars de dégâts aux cultures. L'invasion fut si sévère que l'armée américaine dut intervenir. Finalement, les criquets s'en allèrent, et les plaines retrouvèrent leur calme. Les catastrophes naturelles peuvent être encore plus inattendues que les radiations venues de l'espace et les invasions de sauterelles. Par exemple, en juin 2007, un éleveur de rennes du nord-ouest de la Sibérie s'occupait de ses affaires lorsqu'il a soudain entendu une forte explosion et vu de la fumée s'élever du sol. Si cela m'arrivait, je devrais tout de suite changer de pantalon. Plus tard, ils ont découvert un énorme trou de 7 mètres de large et de près de 20 mètres de profondeur, entouré de morceaux de glace et de terre. Il s'est avéré qu'il y avait plus de 17 trous noirs de ce type dans la région. Ils étaient remplis d'eau tourbeuse et entourés de mystères. Certains pensaient qu'il s'agissait de dolines,
D'autres étaient persuadés qu'ils étaient le résultat de tests ultra secrets ou même d'une pluie de météorites. Selon la plus récente théorie, ces trous seraient en fait des cratères causés par le réchauffement de l'Arctique et la fonte des sols. Selon cette hypothèse, le dégel provoque l'éclatement de poches de gaz piégées sous la surface et crée ces trous spectaculaires. Apparemment, ces cratères inquiétants sont apparus à des endroits précis de la Sibérie, où d'anciennes failles géologiques laissent s'échapper du gaz naturel chaud depuis déjà pas mal de temps. Si l'on ajoute à cela les restes de méthane provenant d'anciens sédiments lacustres et libérés par le réchauffement de la planète, on obtient des surprises plutôt explosives. Vous n'avez pas encore peur, d'accord. Vous avez peut-être peur du noir? Si c'est le cas, vous ne devriez pas revenir en 536. C'est l'année où le monde a traversé une période d'obscurité de 18 mois. Un mystérieux brouillard a recouvert l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie, bloquant le soleil et provoquant le chaos. Un véritable âge des ténèbres, et pour de vrai cette fois. Il s'avère que le principal responsable de ce brouillard fut une éruption volcanique en Islande. Cette éruption répandit des cendres dans tout l'hémisphère nord, provoquant une chute des températures et de très mauvaises récoltes. Les gens gelaient et mouraient de faim. C'était terrible. Les historiens de l'époque ont parlé de l'étrangeté de la situation. Le soleil ressemblait à la lune, les étés étaient glacés, et il neigeait même en Chine au mois d'août. Tout cela à cause des cendres volcaniques qui bloquèrent le soleil. Et pour ne rien arranger, cette période d'obscurité a déclenché le début de la peste bubonique de l'an 541. Une période vraiment difficile. Revenons à présent en Sibérie. En 1908, au fin fond de la Sibérie, un astéroïde est venu nous rendre une visite inattendue. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom d'astéroïde de la Tunguska, mais il n'a pas reçu ce nom immédiatement. La population locale n'a fait qu'entrevoir le spectacle. Une boule de feu traversant le ciel, suivie d'un énorme boom. Des arbres se sont envolés, des incendies ont éclaté, et les animaux n'étaient alors pas très heureux. Mais la région étant très isolée, peu de gens s'en sont aperçus. Pendant près de 20 ans, personne n'a pris la peine d'inspecter le site de la Tunguska. Les gens avaient trop de choses qu'à faire à l'époque. Mais des scientifiques se sont finalement rendus sur place et ont trouvé des preuves de cet astéroïde. Plus tard, lors d'expéditions, ils ont même trouvé des microparticules spatiales. Aujourd'hui, la NASA a mis en place un programme de défense planétaire. Elle a même envoyé une mission pour tester la technologie de déviation des astéroïdes. Car qui sait quand le prochain caillou cosmique viendra frapper à notre porte. Au milieu du 19e siècle, une autre tempête solaire s'est produite. L'événement de Carrington. Cet événement vous semblera peut-être anodin, mais il a eu de lourdes conséquences. Le lendemain de la tempête, la Terre a été frappée par un violent orage géomagnétique qui a détraqué les télégraphes et fait apparaître des aurores sous les tropiques, là où elles n'apparaissent jamais normalement. Il s'avère que toute cette folie météorologique a commencé par des phénomènes étranges à la surface du Soleil, des taches solaires par exemple. Ces taches sont à l'origine d'éruptions et d'autres phénomènes électromagnétiques qui peuvent perturber notre technologie. Les tempêtes solaires massives comme celle-ci peuvent jaillir du Soleil, à des vitesses allant jusqu'à 2900 km par seconde. Elles peuvent contenir des milliards de tonnes de matière solaire, ainsi qu'un petit champ magnétique sournois qui adore perturber le champ magnétique terrestre lorsqu'il le rencontre. Maintenant écoutez bien, nous nous rapprochons du prochain maximum solaire, qui aura lieu en 2025. Il est donc temps de consulter l'historique des pires tempêtes solaires, comme l'événement de Carrington, et de faire bien attention. Imaginez qu'une tempête de ce type se produise aujourd'hui, l'apocalypse sur les réseaux. Les entreprises seraient mises hors ligne et nous serions confrontés à de graves dégâts. Heureusement, ces méga-tempêtes solaires ne se produisent pas très souvent. Mais la météo de l'espace étant difficile à prévoir, qui sait quand la prochaine surviendra? L'arbre le plus gros du monde est si gigantesque qu'il s'est vu attribuer le nom de General Sherman. Il se dresse fièrement dans le parc national des Séquoias de Californie, ses branches s'étendant à 84 mètres dans le ciel. C'est presque aussi haut que la Statue de la Liberté. Quant à son poids, si nous pouvions le poser sur une balance, nous aurions besoin de 400 éléphants pour équilibrer le tout.
Sa base s'étend sur 11 mètres de diamètre, ce qui serait assez pour y garer 2 berlines bout à bout. La Californie est le dernier endroit sur Terre où ces arbres colossaux poussent naturellement. Pendant l'ère glaciaire, ils prospéraient en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe, mais à mesure que les glaciers ont reculé, les séquoias ont peu à peu disparu. Aujourd'hui, ils prospèrent au le long du versant occidental du massif de la Sierra Nevada et s'appuient sur la fonte des calottes glaciaires pour étancher leur soif. Le General Sherman attire des milliers de visiteurs chaque jour et l'infrastructure du parc est conçue pour répondre à cette affluence. Il n'y a qu'une courte promenade de 800 mètres à effectuer depuis le parking le plus proche pour accéder à ce géant verdoyant. En chemin, une borne de pierre illustre la forme et la taille de la base de l'arbre pour donner aux visiteurs une idée de son immensité. On estime que ce fameux séquoia aurait entre 2300 et 2700 ans et aurait été témoin de siècle après siècle de bouleversements. Il a germé durant les premiers jours de l'Empire romain. Lorsque les colons sont arrivés en Californie à la fin du IXe siècle, ils ont d'abord essayé d'exploiter ces séquoias, pensant que leur bois était précieux. Cependant, l'effort colossal nécessaire pour abattre ces géants était presque inconcevable pour l'époque. Ils ont également vite découvert que ce type de bois était plus fragile que prévu, et ont donc préféré épargner ces arbres. Quant à son nom, le séquoia le doit au général William Tecumseh Sherman, un célèbre militaire américain du IXe siècle. Non loin du général Sherman se trouve le second arbre le plus massif au monde, baptisé General Grant. Découvert des années avant que le général Sherman ne reçoive son nom, cet arbre a dû relever sa part de défis, à commencer par les incendies. Mais tout comme son homologue, il a survécu, principalement grâce à son écorce épaisse et à son bois de cœur résistant. Pour ce qui est de l'arbre le plus ancien, nous savons depuis longtemps qu'il s'agit d'un pin bristlecone du grand bassin des États-Unis, nommé Mathusalem. Il se trouve également en Californie. Il est là depuis plus de 4800 ans, soit bien avant que les Égyptiens ne construisent les pyramides de Gizeh. L'emplacement exact de cet arbre est tenu secret pour le préserver de tout dommage. Mathusalem et ses congénères poussent en Californie, au Nevada et en Utah, où il est difficile de survivre. La région est froide, le sol est sec et les vents féroces. Mais ces pins robustes ont trouvé le moyen de prospérer en tirant leurs nutriments du sol dur et rocailleux des montagnes. Leurs branches deviennent noueuses et tordues à cause des vents soufflant de toutes parts alors qu'ils atteignent leur maturité. Cela leur donne l'air un peu débrayé, mais c'est une mesure de protection supplémentaire pour ces arbres lors des puissantes tempêtes. Leurs racines alimentent seulement les branches qui se trouvent juste au-dessus d'elles. Ainsi, si une partie des racines est arrachée, seule cette partie de l'arbre en sera affectée. Il y a cependant un nouveau prétendant au titre d'arbre le plus ancien. Au Chili se trouve un cyprès de Patagonie appelé Gran Abuelo, ce qui signifie arrière-grand-père en espagnol. Il pourrait être encore plus vieux que Mathusalem d'environ 500 ans. Cela signifierait que cet arbre a vu se promener des gens depuis l'âge de bronze. Pour déterminer l'âge d'un arbre, nous devons généralement regarder à l'intérieur et en compter les cernes. Pour le Gran Abuelo, cependant, les scientifiques ont utilisé des calculs complexes afin d'estimer son âge. Tous les experts ne sont pas encore convaincus par cette méthode. Quel que soit l'arbre le plus vieux, Mathusalem et le Gran Abuelo ont assisté à de nombreux changements au cours de leur longue existence. Chaque cerne de leur tronc contient des informations sur les intempéries de l'année où il est apparu. Les chercheurs peuvent en apprendre énormément sur le climat passé de notre planète en étudiant ces arbres anciens. L'arbre le plus grand du monde est également interdit aux visiteurs, mais il s'agit d'une mesure de sécurité récente. Son nom est Hyperion, et il se trouve dans le parc national de Redwood, en Californie. Culminant à une hauteur vertigineuse de 116 mètres, c'est un séquoia côtier, plus grand que la longueur d'un terrain de football. Nommé d'après un titan de la mythologie grecque, Hyperion a été découvert en 2006 par 2 chercheurs. Le parc abrite d'autres arbres incroyablement hauts, comme Hélios et Icare, tous deux atteignant également des hauteurs de plus de 110 mètres. La hauteur impressionnante des séquoias de Californie du Nord est due à leur feuillage et au climat de la région. Ces arbres absorbent et retiennent l'humidité du brouillard matinal,
et leurs germes favorisent le rétablissement après une blessure, leur permettant de vivre très longtemps. Cependant, leurs racines peu profondes les rendent vulnérables aux dommages causés par les randonneurs. Bien qu'ils détiennent ce record, l'apparence d'Hyperion peut ne pas sembler à la hauteur de tout ce battage médiatique. Il est difficile d'en apprécier la taille vertigineuse depuis le sol, et son tronc n'est pas si impressionnant. Hyperion est actuellement abrité dans une section fermée du parc sans sentier balisé. Mais malgré tout, de nombreux promeneurs ont piétiné les environs au fil des ans, endommageant son habitat. De nombreux déchets ont également été retrouvés par le passé. Le parc a récemment publié un communiqué exhortant les visiteurs à éviter cet arbre, sans quoi ils pourraient devoir s'acquitter d'amendes de plusieurs centaines de dollars, ou même se retrouver derrière les barreaux. L'arbre de vie se dresse, tel un symbole de résilience, au milieu des paysages désertiques de Bahreïn. Niché au point le plus élevé du pays, cet arbre ancien défie toute probabilité, captivant les visiteurs par sa présence aussi mystérieuse qu'inexplicable. Il est entouré de dunes arides à perte de vue, au beau milieu du désert arabique. Et, parce qu'il se dresse seul avec le désert pour toute toile de fond, il déconcerte les botanistes depuis de nombreuses années. Il y a que peu, voire pas de pluie là-bas. Il n'y a pas non plus la moindre source d'eau douce à proximité. En dépit du manque d'humidité, l'arbre de vie prospère envers et contre tout, exhibant son feuillage verdoyant. La manière dont il parvient à survivre dans des conditions aussi difficiles a conduit à certaines des théories les plus étranges. Certains supposent que les racines tala de l'arbre s'enfonceraient très loin dans la terre, atteignant des profondeurs de près de 50 mètres afin d'accéder aux réserves d'eau souterraines. D'autres suggèrent que l'arbre se serait adapté à son environnement, en puisant l'humidité des grains de sable environnants grâce à des mécanismes adaptés. Une autre théorie intéressante est que l'arbre de vie se trouverait sur le site du légendaire Jardin d'Éden et tirerait son eau d'une source mystique. En plus de son importance scientifique et culturelle, l'arbre de vie est une attraction touristique majeure de la région, attirant environ 65 000 visiteurs chaque année. Tout ça pour un arbre. La Pologne a sa part d'arbres dignes d'intérêt, tous rassemblés dans la forêt tordue. Il s'agit d'un groupe de 400 arbres qui se recourbent de manière étrange. Ils possèdent tous une forme similaire, se courbant brusquement vers le ciel pour former un J qui touche presque le sol. Plusieurs théories s'affrontent pour expliquer l'apparence de ces arbres. Certains pensent qu'une forte tempête de neige a pu les recouvrir lorsqu'ils étaient bêtes et jeunes, les poussant vers le bas. D'autres croient que la gravité inhabituelle de la région pourrait avoir affecté leur croissance. Une hypothèse intéressante suggère que les gens qui ont planté ces arbres dans les années 20 aient pu chercher à les courber exprès. Ces formes auraient eu pour but d'accélérer la fabrication des meubles. Ainsi, lorsque les arbres avaient environ 10 ans, on aurait interféré avec leur croissance en leur faisant adopter cette forme étrange. Après la fin du processus de ligature, les arbres seraient restés dans cette position bizarre au cours des décennies suivantes. Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé à un arbre est arrivé à tous les autres, car ils sont tous arrangés de la même manière. L'intervention humaine est donc l'explication la plus probable. Même si tous les arbres de la forêt tordue se ressemblent, avec leurs courbures inquiétantes, ils parviennent toujours à rester forts et sains. Ils se sont adaptés à ces conditions difficiles et, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à continuer à pousser vers le haut. Si vous êtes fan de ces docteurs qui éclatent des boutons sur YouTube, vous êtes probablement en sueur et impatient de presser chaque petite pointe noire du contour de ses lèvres. Mais il s'agit en fait d'une formation de collines que l'on trouve dans le Darfour occidental, au Soudan. Cela rend peut-être le tout encore plus effrayant, car on dirait que la faille au milieu avale tout ce qui l'entoure. Cette espèce de trou noir évoque déjà notre prochaine escale, l'île Vostok. Ce lieu étrange est un atoll corallien d'environ 24 hectares, situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, à environ 640 km au nord-ouest de Tahiti. Si vous le recherchez aujourd'hui sur Google Earth, on dirait qu'il a été totalement oblitéré, suscitant toutes sortes de spéculations. Les gens ne cessent de dire que cet endroit serait une base top secrète, ou même une île fictive tout droit sortie de Lost. Mais ce que nous voyons ici est en réalité une dense forêt vert sombre, composée de Pisonia. Comme personne n'y vit et que presque personne ne la visite jamais, l'île est pratiquement vierge de toute influence humaine.
Cette immense étoile, à moins que ce ne soit un mandala, se situe juste à l'extérieur de Beatty, dans le Nevada. Elle a rendu les internautes perplexes, ceux-ci cherchant à déterminer si c'était la trace d'une sorte d'activité extraterrestre. Pour ajouter au mystère, cet endroit se trouve juste à côté de la zone d'essai de Tonopah, qui est également connue comme la fameuse zone 52. Malgré son aspect effrayant, il s'agit probablement juste d'un cercle de culture parmi tant d'autres, qui ont gagné en notoriété après l'arrivée de Google Earth. Cette formation en spirale ici se situe également dans le Nevada, et elle ressemble à un autre cercle de culture effrayant. Mais les choses deviennent encore plus étranges si vous utilisez l'option Street View. En vous rapprochant de plus en plus, vous remarquerez qu'elle est constituée de pierres soigneusement disposées. Ce labyrinthe, pour ainsi dire, fait partie d'un musée en plein air, situé dans la ville fantôme de Rhyolite. Et si tout cela n'est pas assez angoissant, jetez un œil autour de vous et vous verrez des dizaines d'hommes étranges vêtus de capes blanches. En dépit de leur réalisme, ces silhouettes sont en réalité les statues d'une installation créée par un artiste belge dans les années 80. Ce qui est encore plus étrange que de tomber sur un grand cercle gravé dans le sol et de trouver tout un tas d'entre eux. Notre prochaine étape, dans le Wyoming, est constellée de ces cercles singuliers, au point qu'il est difficile de tout les dénombrer. Au cours du XXe siècle, cet État américain est passé d'une économie agricole à une économie industrielle, dominée par l'extraction de pétrole, de gaz et de charbon. Il est donc probable que ces cercles soient les vestiges d'un parc de réservoirs, à savoir les lieux où étaient autrefois entreposés les hydrocarbures. Si vous voulez éviter les cauchemars, je vous recommande vivement de ne pas rechercher le mausolée d'Emil Becker en Pologne. Si vous parvenez à le trouver en utilisant le mode Street View, préparez-vous tomber sur un lieu abandonné, orné de la sculpture la plus terrifiante qui soit. Oh, ça fait froid dans le dos. Tant qu'on parle de choses effrayantes, dirigeons-nous vers un coin isolé du Kazakhstan, où l'on peut trouver un pentagramme gravé à la surface même de la Terre. Cette formation est immense et mesure environ 360 mètres de diamètre. Mais avant de tirer des conclusions hâtives sur le fait qu'elle soit liée à une sorte de culte infernal, il convient de noter que ce pentagramme se révèle être en fait le contour d'un parc conçu en forme d'étoile. Cette forme est délimitée par des routes qui sont maintenant bordées d'arbres, rendant l'étoile encore plus distincte sur les photos aériennes. On peut apercevoir cet étrange symbole de loin. À première vue, il pourrait même ressembler à une sorte de hiéroglyphe venu d'un autre monde, comme si une civilisation très avancée essayait de nous envoyer un message. Mais ce mystère est déjà résolu. Nous nous trouvons dans le parc néerlandais de Hoogveluwe, situé dans la province de Gelderland. Et ces lignes appartiennent en fait au logo du parc. Entrez ces coordonnées pour découvrir ce qui ressemble à une formation terrestre tout droit sortie d'une autre planète, ou peut-être du plateau de tournage d'Avatar. Cet endroit, situé en Mongolie intérieure, au nord de la Chine, est censé être une carrière de granit. Mais cette teinte bleue frappante qui apparaît sur Google Earth semble bien mystérieuse. Si vous visualisez le même emplacement sur Microsoft Bing Maps, par exemple, il apparaît avec une teinte beaucoup plus naturelle. Dans l'outback australien se trouve un gigantesque géoglyphe, connu sous le nom d'homme de marée. Découvert à la fin des années 90, il semble représenter un aborigène d'Australie chassant avec un boomerang ou un bâton. La figure s'étend sur plus de 3 km de long pour environ 2,5 km de large. Elle est faite de profonds sillons creusés dans le sol, ce qui ajoute au mystère de sa formation et de son origine. Malgré tous les efforts pour en découvrir la fonction, son origine demeure inconnue. Voici Desert Breath, situé dans le Sahara égyptien. Comme beaucoup de choses que vous avez vues dans cette vidéo, cette formation a également suscité quelques spéculations quant à sa création par des extraterrestres. Mais une rapide recherche sur Google éclaircit ce mystère. Il s'avère qu'il s'agit d'une installation créée par 3 artistes grecs en 1997. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens et déplacé environ 26 000 mètres carrés de sable, allant jusqu'à créer un grand bassin au milieu. L'Égypte abrite encore de nombreux mystères, et vous pouvez les explorer vous-même grâce à Google Earth. C'est ainsi que des gens sont tombés sur cet intrigant plateau de forme triangulaire et ont immédiatement pensé avoir découvert une pyramide oubliée. Cependant,
les experts ont rapidement anéanti tous leurs espoirs. Ils pensent qu'il n'existe aucune explication plausible pour qu'une pyramide existe dans cette région, située à 13 km à l'ouest de la vallée du Nil, en Haute-Égypte. Cette découverte n'est probablement rien de plus qu'une colline qui a subi les effets de l'érosion, combinée à une imagination débordante. Dans certains cas, la nature crée elle-même des sculptures effrayantes, comme le Badlands Guardian d'Alberta, au Canada. Si vous le regardez d'en haut, vous remarquerez non pas une, mais 2 têtes humaines émergeant du paysage. Ces êtres gigantesques ont été sculptés par l'érosion des eaux de pluie sur des strates riches en argile. Ironiquement, des structures supplémentaires créées par l'homme donnent l'impression que celui-ci porte des écouteurs. Il semble que le désert soit l'endroit idéal pour découvrir des images étranges sur Google Earth. Alors notre prochain arrêt se trouve en Chine. Dans le désert de Gobi, vous pouvez observer ces lignes blanches en zigzag qui semblent sans queue ni tête. Le premier défi pour les internautes était de déterminer de quoi ces structures étaient en fait, car il est difficile de dire si elles ont été peintes ou creusées dans le paysage. Il y a encore bon nombre de spéculations à ce sujet sur Internet, mais l'explication la plus plausible est que cette structure soit utilisée pour calibrer les satellites. Ainsi, leurs caméras peuvent se focaliser sur ce grand quadrillage pour s'orienter dans l'espace. Regardez donc cet avion pratiquement intact qui semble avoir coulé au large de Crooked Island, aux Bahamas. Certaines vidéos prétendent qu'il s'agirait d'un avion écrasé, ayant appartenu au célèbre Pablo Escobar. Mais la vérité est qu'un objet reposant au fond de l'océan ne peut pas être aussi visible. Il est donc plus probable que ce soit un avion qui volait réellement lorsque Google a pris ces photos. Cependant, on pense que Pablo Escobar possédait bel et bien un avion qui s'est écrasé à proximité, mais dans une autre partie de l'atoll, connu sous le nom de Norman's Cay. Vous pouvez toujours l'apercevoir dans ces eaux turquoises et peu profondes. Il suffit de chercher l'avion coulé de Norman's Cay et le tour est joué. Si vous êtes convaincu que les extraterrestres sont déjà parmi nous, alors n'hésitez pas à entrer ces coordonnées sur Google Earth. Explorez la zone en utilisant Street View et... Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas là des visiteurs d'une autre planète, bien entendu. Mais l'ombre de cette créature gigantesque me donne toujours des frissons. Il s'avère que c'est juste quelqu'un qui transporte une de ses caméras Street View à 360 degrés, rangée dans son sac à dos. Ainsi, si vous faites un peu le tour de Google Earth, vous pourriez tomber sur d'autres de ces êtres au cou allongé qui se promènent autour du globe. Le plus puissant séisme jamais enregistré à l'est du fleuve Mississippi, survenu il y a plus de 200 ans, n'est jamais terminé, selon certains scientifiques. La plupart des séismes durent de quelques secondes à quelques minutes, et le record officiel jusqu'à présent est un séisme silencieux à Sumatra qui a duré 32 ans. Cet événement de glissement lent a déclenché un séisme massif et un tsunami. Alors, si c'est vrai que le tremblement de terre de New Madrid envoie toujours des répliques, nous aurons un nouveau nom en tête de cette triste liste. Le tremblement de terre a commencé en décembre 1811, par une puissante secousse dans une partie peu peuplée du nord-est de l'Arkansas. On a ressenti les secousses à près de 1600 km de distance à la Maison-Blanche, et les cloches des tours sonnaient à Boston, encore plus loin. Il a même fait couler le puissant Mississippi à l'envers pendant quelques minutes sur de nouvelles cascades formées par le sol déplacé. La ville de New Madrid, dans le Missouri, a complètement disparu dans la catastrophe. La Terre ne resterait pas immobile jusqu'à la fin de janvier de l'année suivante, lorsque les choses sont redevenues sérieuses. Un énorme tremblement de terre a frappé, cette fois près de la jonction de l'Ohio River et des Mississippi Rivers, juste dans le talon de la botte du Missouri. Les géologues pensent que c'était une rupture sur la faille de New Madrid, mettant encore plus de pression sur la faille de Reelfoot toute proche, juste quand les gens pensaient que cela ne pouvait pas empirer. 2 autres semaines de tremblements ont passé, et la faille de Reelfoot a cédé en profondeur sous New Madrid. Dans le Tennessee, environ 24 km au sud de New Madrid, le soulèvement du sol a créé le lac Reelfoot. Des bateaux à vapeur naviguaient le long de la rivière, avec des milliers d'arbres flottants et des hectares de bois déchiquetés par le séisme. À St. Louis, Missouri, qui est à 257 km de distance, les bâtiments ont été gravement endommagés et les cheminées sont tombées à Cincinnati, Ohio, à 644 km de distance. Les gens jusqu'à Montréal, Canada,
à plus de 1600 km de distance, ont ressenti le tremblement de la Terre. Les sismologues ont enregistré environ 200 petits tremblements de terre dans la zone sismique de New Madrid chaque année depuis 1974. Certains chercheurs estiment que jusqu'à 30% de ceux-ci étaient des répliques de ces grands séismes survenus en 1811 et 1812. Dans certaines parties des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup d'activité tectonique, ces répliques pourraient continuer à gronder pendant des années, peut-être même des siècles, après les grands séismes. Les répliques sont la façon dont la Terre libère toute cette tension accumulée à partir du séisme principal. Lorsque le sol tremble à cause du premier séisme, il exerce une tonne de pression sur les roches à proximité. Et quand ces roches ne peuvent plus supporter cette pression, elles se fissurent, causant encore plus de secousses, c'est la réplique. Elles peuvent être assez intenses, surtout juste après le séisme principal, mais elles s'affaiblissent avec le temps. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire que les tremblements de terre contemporains ont un lien avec ceux d'il y a 200 ans. Nous associons principalement les failles à ces lignes où les plaques terrestres se rencontrent. Mais il existe un réseau entier de ces dernières juste sous le centre de la plaque nord-américaine. Ils sont comme des reliques datant de 750 millions d'années, quand l'Amérique du Nord faisait partie d'un supercontinent appelé Rodinia. Lorsque Rodinia a commencé à se disloquer, il a laissé derrière lui ses rifts, des points faibles de la croûte terrestre qui s'étendent en profondeur, sous le Midwest moderne. Cela pourrait expliquer l'activité sismique. Une équipe internationale de géologues a décidé de jeter un nouveau regard sur 3 tremblements de terre majeurs qui ont secoué l'Amérique du Nord et de mettre fin au débat. Ils ont utilisé une nouvelle méthode mathématique appelée le plus proche voisin. Celle-ci stipule que si des tremblements de terre sont trop proches dans l'espace, le temps et la magnitude pour être considérés comme des événements indépendants de fond, alors on suppose que l'un a déclenché l'autre. Selon la manière dont vous observez les chiffres, entre 10 à 65% des récents tremblements de terre dans la région pourraient être des répliques de ces séismes historiques. Et un énorme séisme qui a frappé Charleston, en Caroline du Sud, à la fin du 19e siècle, pourrait expliquer jusqu'à 72% des tremblements de terre dans la région depuis lors. Mais tous les endroits ne sont pas les mêmes. Donc le débat scientifique continue. En 1774, l'explorateur britannique James Cook remarqua une lueur au loin. C'était le volcan du mont Yassur, à Vanuatu. Ce vilain garçon crache de la lave et des cendres depuis ce temps, et il est fort probable qu'il fait cela depuis bien plus longtemps. Le volcan est en état d'alerte depuis octobre 2016, ce qui signifie que les choses sont vraiment instables là-bas. Ils ont même délimité un rayon de 610 mètres autour du cratère pour maintenir les gens en sécurité. Il y a eu des éruptions de faible à modérée intensité, projetant des cendres, des gaz et de la vapeur, et quelques explosions plus importantes qui ont propulsé des matériaux hors du cratère. Les images satellites ont détecté quelques points chauds de panache de dioxyde de soufre, montrant que Yassur mijote toujours une grosse tempête là-bas. Stromboli, l'une des îles volcaniques près de la Sicile, détient officiellement le record du monde Guinness en tant que le volcan en éruption continu le plus long. Il a fait un spectacle de feu pendant plus de 2400 ans de suite. Les anciens marins l'ont surnommé le phare de la Méditerranée. La plupart du temps, Stromboli se contente de cracher des éclaboussures. Mais de temps en temps, il fait couler de la lave ou projette des fontaines modérément hautes. Parfois, vous pourriez aussi apercevoir des éruptions provoquées par la vapeur. Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a subi une transformation majeure, avec non pas une, non pas 2, mais 4 éruptions volcaniques massives qui ont changé la donne. Tout cela s'est passé en Wrangellia, un large morceau de terre qui était autrefois un supermassif volcan s'étendant à travers ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique aurait pu aider les dinosaures à passer de la taille d'un chaton à celle des géants que nous avons vus dans Jurassic Park. Elle a déclenché une saison de pluie de 2 millions d'années. Elle a rendu le monde entier chaud et humide, et les dinosaures l'ont tout simplement adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches de sédiments sous un ancien lac en Chine pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes clairs de ces éruptions épiques. Il y avait des signatures de carbone montrant d'énormes pics de niveau de dioxyde de carbone, rendant l'atmosphère chaude et la pluie tombant à verse. Tout cela s'est produit en 4 impulsions distinctes, chacune déclenchée par ces monstrueuses explosions volcaniques.
Il y a un endroit dans un parc national non loin de Sydney, en Australie, où un incendie fait rage profondément sous terre depuis au moins 6000 ans. On l'appelle Burning Mountain, et c'est un feu de couche de charbon, qui brûle son chemin à travers une couche de charbon sous la surface de la Terre. Une fois que ces feux souterrains commencent, ils sont quasiment impossibles à éteindre. Cette boule de feu mesure jusqu'à 9 mètres de large et est extrêmement chaude. Mais il n'y a pas de flamme, elle couve. Le feu progresse lentement à un rythme d'environ 1 mètre par an. Un agriculteur du coin l'a aperçu pour la première fois au 19e siècle et a cru qu'il s'agissait d'un volcan. Les gens qui vivent ici depuis des lustres croient que cet endroit est sacré. Ils l'ont utilisé pour cuisiner et fabriquer des outils, et racontent qu'il est né des larmes d'une veuve ou de la torche d'un héros. Mais les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un coup de foudre, ou du charbon qui chauffe comme un barbecue d'été à cause de l'interaction avec l'oxygène. Certains disent qu'il aurait pu brûler depuis avant l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Personne ne sait exactement combien de temps cette montagne brûlera ou dans quelle direction elle se déplacera. En ce moment, le charbon a suffisamment d'oxygène pour brûler pendant des siècles, voire des millénaires, sans intervention humaine. Le feu chauffe la montagne comme un gigantesque four, la faisant se fissurer et s'effriter, invitant davantage d'oxygène à s'y nourrir. Même si les humains décident d'agir, ces incendies de veines de charbon nécessitent des camions d'eau et d'azote liquide pour les maîtriser. Il y a plusieurs années, des explorateurs ont remarqué que la braise s'approchait d'une falaise surplombant une petite rivière. Et selon ce que la veine de charbon décide de faire ensuite, nous pourrions voir des changements spectaculaires ici dans les décennies à venir. Il pourrait y avoir des flammes avec beaucoup plus de chaleur, où la veine de charbon pourrait s'enfoncer, s'éteindre et s'éteindre. La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Richat, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappants. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années.
à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des Lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes. Un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucs-o-mètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudre en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 2 cents, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an, durant 10 heures par jour, et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année.
Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde. Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longjiu. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer ? Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentant des marques de bourrines, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que 2 scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes, par exemple les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces 2-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivèrent de cette façon, par exemple les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisirent pas nécessairement d'oxygène, mais vivèrent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était l'un des plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands.
Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolithes ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre, comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolithes trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolithes vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolithes. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé, et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. L'Antarctique était autrefois une terre verdoyante peuplée de dinosaures. Mais c'est maintenant un continent gelé plus grand que les États-Unis et qui n'appartient à personne.
Il n'est pas difficile à trouver. En vous dirigeant vers le sud, vous finirez forcément à un moment par tomber sur un gros bloc de glace au pôle sud de la planète. Il se situe à l'intérieur du cercle antarctique et forme la plus grande masse de glace sur Terre. Le continent est plus grand que les États-Unis et même plus grand que l'Europe entière. Et pourtant, l'Antarctique n'a été officiellement découvert que récemment. Les scientifiques ignoraient son existence jusqu'en 1820. Après sa découverte, il a fallu encore 2 décennies pour confirmer qu'il s'agissait d'un tout nouveau continent, et quelques décennies de plus après ça, pour lui trouver un nom. Dans Antarctique, anti signifie contraire. Du coup, Antarctique signifie le contraire de l'Arctique. Mais avant que nos scientifiques ne découvrent cette terre, les Grecs de l'Antiquité avaient théorisé qu'il devait y avoir un continent méridional pour équilibrer l'Arctique, situé au nord. De plus, certains scientifiques qui ont étudié l'art et l'histoire orale de Polynésie pensent que ses habitants ont découvert le continent plus d'1 millénaire avant les Européens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous connaissons bien cette terre glacée du pôle sud. En raison de sa situation, il n'y a que 2 saisons là-bas, l'été et l'hiver, et elles durent 6 mois. En été, il fait un peu plus chaud, et le continent est baigné de lumière. En hiver, il fait sombre toute la journée. 98% de l'Antarctique est constitué de glace. Ce continent concentre à lui seul 60% de toute l'eau douce de la planète. Et pourtant, malgré ça, l'Antarctique est le plus grand désert du monde. Par définition, un désert est une zone où la végétation est rare et où il y a peu de neige ou de pluie. Notez que l'abondance de sable n'est pas une condition nécessaire, même si le continent possède du sable et même des dunes. L'Antarctique est le continent le plus venteux de la planète. La vitesse du vent peut atteindre 322 km/h. C'est plus rapide qu'un ouragan. Le peu de neige qui tombe sur ces terres ne fond jamais. Elle s'accumule pendant des siècles et des millénaires. La couche de glace est donc très épaisse. L'Antarctique regorge de secrets. Tout un monde se cache sous cette glace. Par exemple, un grand nombre de montagnes du continent dépassent les 2500 mètres. C'est plus haut que 3 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Actuellement, c'est le gratte-ciel le plus haut du monde. Mais si nous ne voyons pas toutes ces montagnes, c'est parce qu'elles sont cachées sous une couche de glace de près de 5000 mètres d'épaisseur. Il y a aussi un lac là-dessous, à 3350 mètres de profondeur. C'est le lac Vostok, du nom de la station de recherche Vostok sous laquelle il est situé. À l'origine, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il y a plus d'1 siècle, un scientifique a suggéré que l'énorme pression créée par les tonnes de glace pouvait diminuer le point de fusion de la glace dans les couches les plus basses de la calotte, et ainsi créer de l'eau liquide et former un lac. Il n'a pas pu prouver lui-même sa théorie, mais des scientifiques ont plus tard repris ses travaux et ont confirmé que tout ça tenait la route. Il existe également un canyon en Antarctique, caché sous d'énormes masses de neige. Il est plus profond que le Grand Canyon d'Arizona. Une chaîne de montagnes divise le continent en 2 parties, l'Antarctique oriental et l'Antarctique occidental. Dans la partie occidentale du continent, les températures sont plus élevées et la fonte des glaces a commencé. Si l'Antarctique occidental fond et libère toute son eau, le niveau moyen de la mer augmentera d'environ 5 mètres. Cela suffira pour que certaines villes disparaissent complètement d'un bout à l'autre de la planète. La première à disparaître sous les eaux pourrait être la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui se trouve à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, ce sera Amsterdam aux Pays-Bas, puis Ho Chi Minh Ville au Vietnam, Cardiff au Royaume-Uni et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Antarctique, où des scientifiques résident de longs mois pour étudier ce continent mystérieux. Au fil des ans, quelques enfants y sont même nés. Mais ce n'est pas un pays, et ces terres n'appartiennent à personne. Elle est régie par le traité sur l'Antarctique, un accord de recherche et de collaboration pacifique qui interdit toute revendication territoriale. Signé à l'origine par 12 nations, il compte aujourd'hui 59 signataires, dont la moitié ont un pouvoir de décision. Le continent est peuplé tout au long de l'année par des chercheurs du monde entier. Environ 5000 personnes y vivent en été et 1 millier en hiver. Cependant, personne n'y réside en permanence. Les gens vont et viennent, et les scientifiques y séjournent à tour de rôle. La température moyenne annuelle y est de moins 34 degrés Celsius. Mais il fut un temps où l'Antarctique était à peu près aussi chaud que la Melbourne d'aujourd'hui. C'était il y a environ 45 millions d'années. Et je n'étais pas encore né à l'époque. Mais le continent était couvert de forêts, et les dinosaures parcouraient ces contrées.
vivant sous des températures avoisinant les 17 degrés Celsius. C'était bien avant les manchots. Aujourd'hui, il fait tellement froid en Antarctique que pas un seul buisson n'y pousse, il n'y a que de la neige. Les seules plantes qui peuvent prospérer sous des températures aussi extrêmes sont les lichens, les mousses et les algues. Les humains ne peuvent pas non plus survivre dans des conditions aussi rigoureuses pendant de longues périodes. C'est pourquoi le continent n'a jamais eu de population autochtone. Enfin, si l'on ne compte pas les manchots, les phoques, les baleines et quelques espèces d'oiseaux. La faune de l'Antarctique est la plus rare et la moins diversifiée de la planète, car seuls quelques organismes peuvent résister à ces conditions difficiles, et aussi parce qu'il est interdit d'y amener des espèces non indigènes. Par conséquent, si vous vouliez voyager en Antarctique avec votre chat, on ne le laissera pas entrer. Ce n'est pas moi qui décide des règles. Les quelques espèces qui vivent au pôle sud sont totalement propriétaires de l'endroit, c'est tout. Il n'y a pas plus de 5000 habitants humains et environ 20 millions de manchots. Mais ce sont des colons. En quelque sorte, les ancêtres des manchots vivaient en Australie et en Nouvelle-Zélande. On trouve là-bas encore quelques espèces de manchots, dont le plus petit de la planète, qui ne mesure que 30 cm. Cependant, la plupart ont migré vers l'Antarctique à un moment donné. Peut-être parce que la perspective de grandes quantités de nourriture les attirait. Ce n'est pas à cause du froid qu'ils aiment pour la région. Il s'avère que la plupart des manchots quittent le continent à la fin de l'été. Les seuls à y rester sont les manchots empereurs mâles. Et ils le font pour réchauffer et protéger les œufs laissés par leurs compagnes. Mais où vont tous les autres? Au début, c'était un grand mystère, même pour les scientifiques. Mais en attachant de minuscules dispositifs de localisation aux pattes de quelques-uns de ces animaux, ils ont trouvé la réponse. Les manchots partent vivre dans les océans du Sud lorsqu'il fait trop froid en Antarctique. 6 mois durant, aucun d'entre eux ne revient sur la terre ferme, puis ils regagnent le continent. Lorsqu'ils reviennent, les œufs confiés aux manchots mâles commencent à éclore. Et les familles sont réunies. Les manchots se nourrissent de différents poissons, et l'océan en regorge malgré les froides températures. Dans certaines régions, l'eau peut atteindre des températures proches de zéro, parce qu'elle est salée. Mais les poissons ne gèlent pas, car leur corps contient des protéines anti-gel. Il y a aussi environ 1 million de phoques en Antarctique. Ils aiment eux aussi le poisson et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 2 heures. Ils voient beaucoup mieux sous l'eau qu'à la lumière du jour et utilisent leurs moustaches pour localiser leur nourriture. Les trous qu'ils creusent dans la glace pour respirer peuvent se refermer pendant qu'ils nagent. Et ils doivent alors utiliser leurs dents pour faire un nouveau trou. Les phoques peuvent même dormir sous l'eau et remonter à la surface de temps en temps sans se réveiller. Impressionnant. Imaginez une minuscule particule, comme un proton, filant vers votre main à 99,99% de la vitesse de la lumière. Sentiriez-vous quoi que ce soit quand elle vous frappe? La nuit du 15 octobre 1991. Une particule mystérieuse a traversé l'espace avec l'énergie d'étoiles entières concentrée en de minuscules atomes. Cette énergie représentait 40 millions de fois l'énergie des protons les plus puissants jamais développés dans nos accélérateurs de particules les plus avancés, comme le grand collisionneur de Hadron. Et de plus, elle était prodigieusement rapide. Sa trace lumineuse dépassait même la limite ordinaire de vitesse des particules. Selon certains scientifiques, toute particule allant aussi vite devrait forcément ralentir. Mais celle-ci ne se souciait pas des règles. Elle a continué de filer juste un tout petit peu plus lentement que la vitesse de la lumière. Le scientifique John Linsley était si choqué qu'il s'est exclamé « Oh my God !» en examinant ces données pour la première fois. Et c'est ainsi qu'on a baptisé cet objet, la particule « Oh my God !» Maintenant, imaginez une particule ordinaire, comme un photon, qui se déplacerait dans l'espace à côté de ce bolide. Eh bien, la particule OMG recèle une énergie qui est 100 trillions de fois plus grande que celle des photons. De notre point de vue terrestre, il faudrait plus de 215 000 ans aux photons pour prendre la moindre avance. Si nous examinons son énergie, ce serait comme une balle de baseball lancée à près de 100 km/h, ce qui ferait assez mal si vous l'attrapiez à main nue. Mais étonnamment, si la particule OMG vous frappait, vous ne ressentiriez rien. Elle passerait simplement à travers votre main. Elle pourrait disperser quelques autres particules autour, mais l'impact serait imperceptible dans l'ensemble. Et tout cela est dû à la nature des rayons cosmiques. Lorsque vous êtes dans l'espace, des tas de particules invisibles se précipitent autour de vous à des vitesses incroyablement élevées. Elles s'apparentent à de petites boules surchargées d'énergie. Ces particules rapides sont ce que l'on appelle des rayons cosmiques. Nous observons généralement les conséquences de leur danse atmosphérique au niveau de la mer. La plupart de ces rayons cosmiques sont composés de protons isolés
avec juste une touche de particules plus lourdes. Plus la concentration d'énergie est élevée, plus rare est le rayon. Ils proviennent de divers endroits de l'univers et se déclinent en deux saveurs. Les rayons cosmiques galactiques provenant de l'extérieur de notre système solaire et les particules d'énergie solaire émises par notre astre. Nous sommes principalement protégés contre ceux-ci par la bulle magnétique de notre Terre, la magnétosphère. Ce bouclier protecteur dévie de nombreuses particules chargées, y compris les rayons cosmiques, loin de notre planète, ou les redirige vers les régions polaires. Et devinez ce qu'ils causent là-bas, c'est exact. Les célèbres aurores boréales et australes. Ce phénomène lumineux que l'on observe souvent dans les régions arctiques et antarctiques est causé par des voyageurs de l'espace extra-atmosphérique. Mais ce n'est pas comme si aucun n'atteignait jamais notre planète. À vrai dire, nous sommes entourés de rayons cosmiques, de partout. Des milliers de ces rayons virevoltent autour de nous à chaque instant. Et ils ne font pas que nous entourer. Ils nous frappent et traversent nos corps. Toutefois, nous ne ressentons rien malgré tout cela. C'est parce que, quoi qu'ils soient très chargés en énergie, ils demeurent infiniment petits et leur masse est infime. En fait, ils sont si minuscules qu'ils passent souvent à travers l'espace qui existe entre les atomes, et même à l'intérieur des atomes eux-mêmes, avec une interaction minimale. Pour toutes ces raisons, nous avons ignoré leur existence jusque dans les années 1910. Il y a longtemps, des scientifiques ont découvert que l'air en altitude présentait un phénomène particulier appelé ionisation. L'ionisation est lorsque les atomes ou les molécules gagnent ou perdent leurs charges électriques, se transformant en ions. En termes plus simples, c'est comme donner une charge positive ou négative à une chose neutre, un atome ou une molécule. Ces particules chargées peuvent alors se comporter de façon très intéressante. Par exemple, elles jouent un rôle dans le courant électrique et permettent à des choses comme les lampes et les appareils électroniques de fonctionner. Dans tous les cas, les scientifiques voulaient en savoir d'où venait cette dernière. On a d'abord pensé qu'elle provenait d'éléments radioactifs dans le sol. Mais par la suite, au début du XXe siècle, quelques scientifiques sont montés en ballon et ont découvert que cette ionisation augmentait à mesure que l'on gagnait en altitude. Il s'avère qu'une chose provenant de l'espace lointain, et non du Soleil, provoquait cette ionisation. Les scientifiques ont appris pas mal de choses au sujet de ces rayons au fil des ans, comme leur provenance et ce qui les constitue. Et c'est ainsi que les rayons cosmiques ont été identifiés. La mystérieuse particule OMG dont nous avons parlé plus tôt faisait partie de ces rayons cosmiques. Cette particule a été repérée en 1991 par le détecteur de rayons cosmiques à œil de mouche, qui se trouve en Utah. Et à ce jour, elle détient le record du rayon cosmique à la plus haute énergie jamais enregistrée. Bien entendu, cela a éveillé la curiosité des scientifiques. Ils voulaient découvrir d'où venait cette particule surchargée et comment elle avait obtenu cette incroyable vélocité. On a donc décidé de l'étudier. Et plus on l'étudiait, plus on découvrait de choses étranges. Par exemple, on a découvert que le temps lui-même s'étirait autour de cette particule en raison de sa vitesse insensée. La théorie de la relativité restreinte, que l'on doit à Albert Einstein, dit qu'à mesure que vous accélérez, des choses étranges se produisent. Et lorsque vous vous approchez de cette limite proche de la vitesse de la lumière, le temps commence à vous jouer des tours. Par exemple, si la particule OMG a entamé son voyage à partir d'un point situé à 1,5 milliard d'années-lumière, pour la particule, il semblerait que seulement 2 jours environ se soient écoulés quand elle nous a atteints sur Terre. Depuis que les scientifiques ont découvert cette incroyable particule Oh My God, ils ont détecté des centaines d'événements à très haute énergie similaires qui se produisaient dans l'espace. Mais il est extrêmement difficile de comprendre pourquoi ils se déplacent de telle façon. Toutes les théories ont leurs propres failles. Parmi les suspects se trouvent les supernovae, des explosions d'étoiles massives, débordant de champs magnétiques et d'énergie. Il semblerait néanmoins que même leur incroyable énergie ne soit pas suffisante pour créer une particule OMG. Une autre suspecte était Centaurus A, une galaxie active assez proche. Mais cette théorie est difficile à prouver, parce que le champ magnétique de la Voie lactée altère la trajectoire des rayons cosmiques. Bien sûr, il existe quelques autres possibilités aussi délirantes qu'exotiques, comme les défauts topologiques du Big Bang ou de mystérieuses interactions au sein de la matière noire. Les chercheurs explorent également des idées encore plus audacieuses. Qui sait, peut-être est-ce vraiment un bouleversement des lois de la physique.
L'astrophysique des hautes énergies est également très utile pour étudier et comprendre les rayons cosmiques. C'est un domaine d'étude qui explore des éléments hautement énergétiques de l'espace, comme les événements cosmiques extrêmes. Les scientifiques cherchent à comprendre comment les rayons cosmiques sont liés aux événements qui se produisent de là-bas. Hélas, même après presque 30 ans de travaux, la véritable origine des particules OMG demeure un mystère. Mais heureusement, des études récentes pourraient nous apporter quelques éléments de réponse. Dans les vastes déserts de l'Utah, se trouve un véritable réseau de télescopes qui recherchent des particules rapides appelées rayonnements cosmiques à ultra haute énergie. Imaginez un immense système de détecteurs disséminés à travers le désert et surveillant les particules en permanence. Et voici ce qu'il a récemment découvert. Il y aurait une zone spécifique dans la constellation de la Grande Ourse. Au début, les scientifiques n'en pensaient pas grand-chose, mais par la suite, ils ont analysé les données en profondeur et ont réalisé son importance. Cette zone exceptionnelle est un point chaud, d'où pourraient provenir ces rayons cosmiques. Et il a presque 100% de chances d'exister. Cela s'apparenterait à la source d'énergie cachée de l'univers. Mais quelle est cette source et pourquoi existe-t-elle? Les rayons cosmiques n'intriguent pas seulement les astronomes. Ils ont aussi des applications terrestres. En 2017, des chercheurs ont utilisé des rayons cosmiques pour découvrir un espace caché dans la pyramide de Khéops. Ils ont utilisé la tomographie par muons, une méthode qui examine les rayons cosmiques pénétrant dans des objets solides. Et c'est ainsi que les scientifiques ont dévoilé les secrets de l'ancienne structure. Les chercheurs s'en servent également pour regarder à l'intérieur des volcans. Ils utilisent la même méthode qu'avec les pyramides. Lorsque ces rayons traversent un volcan, les scientifiques peuvent étudier comment ils se déplacent pour générer des images de ce qui se trouve à l'intérieur. Cela les aide à déterminer où se trouvent différents matériaux dans le volcan et à surveiller tout signe indiquant qu'il pourrait entrer en éruption. Donc, plus nous en apprenons à leur sujet, plus nous nous approchons de percer les mystères de notre univers. Les scientifiques ont dû concevoir de meilleurs détecteurs afin d'en apprendre davantage. Et grâce à toutes ces nouvelles technologies, ils découvrent des choses très rapidement. Attendons maintenant de savoir quelles vérités ils découvriront à l'avenir. Lorsque l'on pense au volcan Aktif, une région nous vient à l'esprit. Il s'agit de la ceinture de feu du Pacifique. Les 3/4 des volcans de la Terre se trouvent dans cette ceinture. Compare cette région à l'Australie, qui n'a aucune activité volcanique. Le vieux continent européen est également calme. C'est en tout cas ce que nous aimons penser. Quel est le volcan le plus actif d'Europe selon toi? Si tu penses à l'Etna, en Sicile, Italie, tu as raison. Ce volcan est entré en éruption environ 200 fois et il a été plutôt agité ces dernières décennies. La dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était en août 2023. Le plus haut volcan méditerranéen est âgé d'un demi-milliard d'années. Mais en Islande, il y a un volcan beaucoup plus jeune. Il s'est éveillé le 10 juillet 2023. Dans l'après-midi, 3 fissures sont apparues dans le sol sur une péninsule, au sud-ouest de l'île. C'était à la base d'un petit pic montagneux. Son nom signifie petit bélier dans la langue locale. Le volcan crachait de la lave en fusion très haut dans les airs. Il y avait également des panaches de gaz dans la zone. Mais cet événement n'a pas surpris la communauté scientifique. On en savait déjà beaucoup sur la région qui s'étend entre les villes de Reykjavik et de Keflavik. Le nom de ce volcan est difficile à prononcer. Dites donc, ça fait pas beaucoup de voyelles. Il était déjà entré en éruption lors des 2 étés précédents. Cette activité est survenue après 8 siècles de sommeil. Les jours précédant la dernière éruption, les sismologues, qui étudient les tremblements de terre, ont enregistré plus de 12 000 secousses. Lorsque le sol s'est ouvert en juillet, les fissures dans la mesurée n'est plus d'1 kilomètre de long. Le lendemain matin, 2 d'entre elles se sont refermées. Toute la lave sortait maintenant de la dernière fissure. Elle s'est transformée en un cône allongé, la forme la plus simple que peut prendre un volcan. La lave a ensuite rempli un grand cratère. Dès la première semaine, le cône a atteint près de 30 mètres de haut, et il continue à grandir. La nuit de la première éruption, la lave s'est répandue dans toutes les directions. Ces cendres ont enflammé la mousse des environs. Les autorités ont fermé la zone. Des gaz toxiques s'échappaient des volcans, et de la fumée se dégageait de la mousse. Les pompiers sont accourus. Au bout d'1 semaine, ils ont déclaré que la zone était sûre. Les visiteurs sont rapidement venus assister à la naissance du plus jeune volcan d'Europe. Cette forme de tourisme est assez développée en Islande.
Les gens viennent du monde entier pour observer les volcans en activité. Le pays du feu et de la glace abrite plus de 130 volcans. Une trentaine d'entre eux sont actifs. Je sais ce que tu te dis. Ce type de tourisme est-il sans danger? En Islande, oui. Les autorités surveillent constamment tous les points chauds. L'île est parsemée de plusieurs dizaines de stations sismiques. Celles-ci permettent aux chercheurs de prédire avec précision les futures éruptions. Et les urgences sont habituées à ce genre d'événements. Ils peuvent rapidement boucler les zones à risque. C'est ce qui s'est passé en 2010. Un volcan situé au sud de l'Islande, Eyjafjallajökull, dont tout le monde peinait à prononcer le nom, est entré en éruption. Il a craché un panache de vapeur et de cendres de 11 km de haut. Ça n'a pas été de tout repos pour les voyageurs aériens. Les vents ont transporté l'énorme panache vers le sud-est, en direction de l'Europe du Nord. De nombreux pays ont fermé leur espace aérien pendant plusieurs jours pour des raisons de sécurité. Le volcan est entré en éruption en mars, mais la Terre tremblait déjà depuis janvier. Les sismologues savaient donc qu'une éruption approchait. En ce qui concerne le plus jeune volcan du continent, l'infrastructure touristique est déjà là. Les visiteurs peuvent laisser leur voiture sur un parking prévu à cet effet. Ils effectuent ensuite une randonnée de 5 heures. Celle-ci mène à une plateforme d'observation. Les touristes sont alors si proches de l'épicentre qu'ils peuvent sentir la brume qui se dégage du cratère. C'est la nuit que le spectacle est le plus impressionnant. La sécurité n'est jamais un problème. Les scientifiques renouvellent régulièrement la carte des zones à risque. Ainsi, ceux qui suivent les règles n'ont rien à craindre. Plus d'une semaine après le début de l'éruption, une partie du cratère s'est effondrée. La lave s'est écoulée le long de la pente, à l'ouest. Cette majestueuse rivière incandescente, c'est de la lave qui se déplace lentement. Les scientifiques la classent dans la catégorie AHA. C'est un terme hawaïen. Il décrit une lave basaltique dont la surface est rugueuse et cassante. Elle se compose de blocs de lave fragmentés, des pyroclastes. Ils tombent à mesure que la substance s'écoule, laissant apparaître des zones rougeoyantes. Les sections de lave plus froides sont de couleur grise et noire. En avançant, elle émet un bruit de verre brisé. Près d'un mois après l'éruption du nouveau volcan, nous avons obtenu des images d'un phénomène intéressant. Une tornade s'était formée directement au-dessus de la coulée de lave. Ce phénomène s'est produit en raison des températures élevées, 1200 degrés Celsius. Lorsque les conditions sont réunies, une colonne d'air chauffée peut facilement se transformer en mini-tornade. Les scientifiques ont observé un événement similaire lors de l'éruption du mont Kilauea à Hawaï en 2018. Les champs de lave de la deuxième plus grande île d'Europe nous racontent l'histoire de la création de l'Islande. Elle se trouve au-dessus de la zone de jonction des plaques nord-américaines et eurasiennes. Les plaques tectoniques sont d'énormes blocs rocheux de la couche la plus externe de la Terre, la lithosphère. Elle repose sur une couche de roche partiellement fondue. Toute la lave que nous voyons à la surface commence son voyage. Ici, ces plaques flottent donc sur de la roche en fusion. Leurs limites sont instables. Lorsque deux plaques se frottent l'une contre l'autre, elles libèrent d'énormes quantités d'énergie. C'est ainsi que se forment les volcans. Ce sont les points où le magma remonte à la surface. L'Islande s'est formée il y a environ 60 millions d'années. Les plaques tectoniques se sont éloignées l'une de l'autre, dorsale médio-atlantique. Suffisamment de lave s'est accumulée pour créer un sol solide. Cette ancienne roche se trouve aujourd'hui sous les vagues. Lorsque la nouvelle lave atteint la surface et se refroidit, elle repousse la vieille roche du centre de l'île. C'est pourquoi les parties les plus anciennes de l'Islande n'ont pas 60 mais 16 millions d'années. Les champs de lave actifs du pays sont jeunes en termes géologiques. Certains d'entre eux ont moins de 1000 ans. Les scientifiques considèrent l'île comme une zone volcanique des plus sensibles. Près d'un tiers de la lave basaltique qui a atteint la surface de la Terre dans l'histoire documentée depuis le XVIe siècle provient d'éruptions islandaises. Des fissures, comme celles qui ont précédé l'éruption de 2023, couvrent 30% du pays. Pour cette raison, seul un quart de l'île est habité. Les Vikings ont été les premiers à s'installer en Islande au début du Xe siècle. La nature leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Quelques années seulement après leur arrivée, en 934, ils ont assisté à l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire. Les Vikings venaient d'une région où il n'y avait pas de volcan. Ils n'avaient donc aucune idée de ce qui se passait. Aujourd'hui, les Islandais sont habitués à de tels événements.
C'est une bonne chose car leur patrie vient d'entrer dans une nouvelle ère d'activité volcanique. Les volcanologues pensent que les événements récents marquent dans le début de décennies d'éruptions. La péninsule, Reykjans, qui abrite le plus jeune volcan de la Terre, se trouve à seulement 27 km au sud-ouest de la capitale. Il est inactif depuis longtemps. Les éruptions actuelles nous rappellent que les processus naturels qui ont créé l'Islande, le volcanisme, se poursuivent encore aujourd'hui. Récemment, nous avons découvert qu'il existe un lien entre les éruptions volcaniques du nord de l'Europe et les glaciers. Notre planète a connu au moins 5 grandes périodes glaciaires. Il s'agit de périodes très longues, au cours desquelles la température moyenne de la Terre chute de manière extrême. Le résultat a été l'expansion des couches de glace, glaciaires, à travers l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. La dernière période glaciaire s'est achevée il y a environ 10 000 ans. Les chercheurs essaient encore de comprendre comment ces périodes glaciaires affectent l'activité volcanique. Ils pensent que c'est le poids de toute cette glace qui perturbe l'écoulement du magma sous la Terre. Lorsque les glaciers se retirent, la pression diminue. La lave peut alors s'écouler plus facilement vers la surface, où elle jaillit. Vivre sur notre belle planète peut sembler sans danger, mais seulement jusqu'à ce que vous commenciez à penser à tout ce qui vous guette au coin de la rue ou dans les vastes ténèbres du cosmos. Voyons ce qui pourrait conduire à la fin de la planète Terre. Chaque nouvelle menace potentielle est plus terrifiante que la précédente. Je vous aurais prévenu. Tout d'abord, parlons des hypercyclones. Cette catastrophe naturelle peut devenir vraiment extrême. Un hypercyclone est un ouragan théorique d'une puissance inégalée. Il se produirait si l'océan était surchauffé en raison du changement climatique. Une éruption volcanique massive pourrait également en être la cause. En tout cas, l'ouragan créé, contrairement aux ouragans habituels, s'étendrait bien au-delà de la basse stratosphère. La vitesse d'une telle tempête atteindrait les 800 km/h. La pression à l'intérieur de l'hypercyclone serait très faible et en conséquence, il durerait plus longtemps qu'un ouragan normal. Il pourrait même durer des semaines. Mais le pire, il endommagerait, voire détruirait, une partie de la couche d'ozone. Et le trou qui en résulterait ferait la taille de l'ensemble du continent nord-américain. Ensuite, il y a les tornades super destructrices. Une tornade est une colonne d'air en rotation violente. Elle s'étend généralement à partir d'un orage et est en contact avec le sol. À l'intérieur d'un nuage d'orage, l'air chaud et humide s'élève et l'air frais retombe avec la pluie ou la grêle. Ces conditions peuvent entraîner l'apparition de courants d'air en rotation à l'intérieur du nuage. Il est intéressant de noter que ces courants d'air sont d'abord horizontaux, mais à un moment donné, ils peuvent redevenir verticaux et se mettre à descendre, se transformant ainsi en tornades. Certaines tornades sont des tourbillons étroits comme des cordes, d'autres sont de larges entonnoirs. On classe les tornades à l'aide de l'échelle de Fujita améliorée. Une tornade faible dure normalement quelques minutes et ne se déplace pas à plus de 160 km/h. Le niveau suivant est une tornade forte. Ces tourbillons peuvent durer une vingtaine de minutes et leurs vents peuvent atteindre 320 km/h. Enfin, les tornades violentes peuvent durer plus d'une heure et se déplacer à une vitesse comprise entre 320 et 480 km/h. En moyenne, 1 millier de tornades se produisent chaque année aux États-Unis. Il existe même une région nommée Tornado Alley, une zone qui s'étend sur une dizaine d'États du Midwest. Mais les tornades peuvent survenir dans n'importe quel État. L'une des catastrophes naturelles les plus destructrices a été la tornade des 3 États aux États-Unis. Elle a duré un temps interminable et parcouru 354 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas les 8 km. Mais que se passerait-il si un jour, une tornade bien plus grande et bien plus puissante que toutes celles que nous avons connues jusqu'à présent traversait des pays et des continents entiers? Elle dévasterait tout sur son passage. Et que dire des orages supercellulaires? C'est le type d'orage le moins courant, mais le plus dangereux. Il est susceptible de provoquer des phénomènes météorologiques violents, des vents destructeurs, de très gros grêlons et même de puissantes tornades. Ce qui rend les orages supercellulaires uniques, c'est la présence d'un courant ascendant profond et persistant appelé mésocyclone. Les orages supercellulaires peuvent durer des heures et causer des dégâts considérables. L'impact d'un astéroïde pourrait également mettre fin à toute forme de vie sur Terre. Si l'un de ces vagabonds de l'espace était suffisamment grand, il pourrait causer une dévastation généralisée.
comme ce fut le cas avec l'astéroïde de 13 km de large apparu il y a 66 millions d'années. On dit qu'il a détruit les 3/4 des espèces végétales et animales de la planète, y compris les dinosaures. En fonction de la taille de l'astéroïde et de sa vitesse d'approche, l'impact pourrait provoquer des incendies de grande ampleur, des tsunamis, et créer un « hiver éternel ». Cela se produit lorsque les débris éjectés dans l'atmosphère bloquent la lumière du Soleil et perturbent le climat mondial. Heureusement, grâce à notre technologie, nous remarquerions probablement un astéroïde de cette taille s'approchant de notre planète bien avant la collision, et nous aurions suffisamment de temps pour nous en débarrasser. C'est peut-être notre propre Soleil qui mettra fin à notre monde. Notre étoile est une gigantesque boule de gaz en fusion en constante évolution. De temps à autre, elle crache des bouffées d'énergie, les éruptions solaires. Elles vont souvent de pair avec ce que l'on appelle les éjections de masse coronale. Il s'agit de bulles géantes de gaz ionisé qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure face aux éruptions solaires qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont également extrêmement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que ces explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se déforme dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie refoulée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines durent des heures. Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur luminosité en rayons X. Vous ne remarquerez probablement pas les plus petites éruptions si vous ne disposez pas d'un équipement spécial. Les éruptions solaires moyennes provoquent de brèves coupures de courant au pôle, mais rien de grave. Ce sont les éruptions de classe X qui devraient vous inquiéter. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et les plus durables. Si vous pouviez voir les rayons gamma, vous verriez des éclairs d'une luminosité extrême. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui vous entoure, puis disparaissent à nouveau. On appelle ça des sursauts gamma. Un seul d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère terrestre. L'éclair qui pourrait détruire notre planète naîtrait très probablement dans une galaxie lointaine, lors de la fusion de deux étoiles en train de s'effondrer. Il serait immensément puissant et super lumineux. Encore à 1000 années-lumière de la Terre, il brillerait déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète tenterait de nous protéger, mais ce bouclier naturel serait vite détruit. Ce rayonnement serait si puissant qu'il brûlerait littéralement l'atmosphère. Ces oxydes d'azote détruiraient la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frapperaient la surface de la Terre de plein fouet. Ils anéantiraient tout le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit de 50 à 70% de tout l'oxygène de la planète. Leur disparition entraînerait donc une grave pénurie d'oxygène, ce qui conduirait à la disparition de la vie sur la planète. Enfin, la chaleur et la lumière ultraviolette provenant du Soleil transformeraient la planète en un énorme boule de roche. Et si nous tombions sur un trou noir errant? Vous savez peut-être qu'un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Par chance, le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière. Du coup, nous ne nous en inquiétions pas vraiment, jusqu'à ce que nous apprenions l'existence des trous noirs errants. Là, les choses commencent à être vraiment effrayantes. Si un tel trou noir entrait dans notre système solaire, la Terre serait condamnée. Nous n'aurions aucune chance face à ce monstre de l'espace. En 2020, 13 trous noirs errants ont été repérés non loin de notre planète. Mais pas très loin, en termes géospatiaux, signifie à environ 1 milliard d'années-lumière. Il nous reste donc un peu de temps. La possibilité d'une telle catastrophe est très, très faible. Un jour, une planète vagabonde pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et la placer sur une orbite extrême, plus éloignée du Soleil. Le climat de la planète commencerait alors à devenir de plus en plus froid. N'oubliez pas que plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. En fin de compte, notre belle Terre s'éloignerait trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transformerait en un morceau de roche sans vie, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ou bien le Soleil pourrait se dilater et se transformer en géante rouge. Si cela se produisait, toute la zone habitable du système solaire s'en trouverait modifiée. Le désastre commencerait au moment où notre étoile manquerait d'hydrogène.
Cela déclencherait une réaction en chaîne qui conduirait finalement au réchauffement et à la densification du cœur du Soleil. En conséquence, notre bel astre deviendrait beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. Au cours de cette transformation, il avalerait Vénus, Mercure et la Terre.